Bonjour à tous et bienvenue à notre quatrième webinaire qui va répondre à la question suivante, traiter une carie, traiter une maladie carieuse. Donc nous sommes aujourd'hui en direct de chez Colgate, donc au nom de l'ensemble des équipes Colgate et de nos deux conférenciers, je vous remercie infiniment de vous être connectés. Alors en introduction et puis pour laisser le temps aux derniers arrivants d'arriver, je voulais vous parler également d'une initiative de Colgate, une initiative européenne qui s'appelle les Colgate Talks. Les Colgate Talks, qu'est-ce que c'est? C'est un congrès virtuel, c'est-à-dire que nous allons avoir le 22 octobre prochain 6 sessions de webinaire, donc 6 conférences en direct au cours d'une journée pour que vous puissiez aborder tout ce qui peut concerner en hygiène du commentaire vos patients, avec donc des conférenciers européens qui parleront donc en anglais sur ces webinaires. Et vous aurez donc la possibilité de vous inscrire dès la fin de notre webinaire de ce jour en direct. Alors, ces conférenciers, donc, ils seront européens. Vous aurez également des Français, le professeur Sophie Doméjean notamment, et puis un modérateur français. Alors, comme tout congrès, ce congrès va être virtuel, mais vous aurez également la possibilité de visiter des stands, comme dans un vrai congrès. Et cette fois-ci, les stands seront donc en différentes langues et vous pourrez cliquer sur le stand français, bien entendu pour nous, afin de télécharger des documents, de pouvoir là aussi échanger avec nos délégués dentaires et échanger aussi tout le long de ce congrès avec le panel d'experts dont je vous ai montré donc certaines slides au départ. Alors, nous allons vous passer une très courte vidéo de 30 secondes pour vous montrer un petit peu l'esprit de ce congrès entièrement virtuel, qui, je vous le rappelle, donc, sera le 22 octobre, et vous aurez la possibilité donc, de vous inscrire en fin de session aujourd'hui à 14h. Je vous laisse passer la vidéo. Alors, revenons à notre sujet de ce jour, qui est de répondre à la question suivante, donc sur un webinaire donc, qui va se terminer à 14h. Donc, traiter une carie, traiter une maladie carieuse. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux conférenciers, que sont donc le professeur Collomb, qui est donc PUPH, professeur des universités, praticien hospitalier donc à l'hôpital Rothschild, chef de service, chef de département donc du département d'odontologie conservatrice, qui va donc modérer la séance. Et la séance sera donc animée par notre conférencière, donc le docteur Catherine Semenikova, qui est assistante hospitalo-universitaire au sein du même service. Donc ils vont répondre par des cas cliniques à cette question, traiter une carie, traiter une maladie carieuse. Alors rapidement, je vous redonne ces quelques explications de connexion. Si vous avez des soucis, vous composez les numéros qui s'affichent et n'hésitez pas tout au long de l'intervention à poser vos questions. Nous allons les recueillir et y répondre à la fin donc, des conférences. Donc la séance est courte, 40 minutes maximum de conférence, puis la session de questions-réponses et nous terminerons à 14h pile. Ceux qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas voir l'intégralité, n'hésitez pas, vous pourrez vous connecter en différé. Alors, restez bien connectés si vous souhaitez en revanche participer à la loterie que nous avons organisée et tenter de remporter un kit de motivation pour vos patients. Nous aurons jusqu'à 10 gagnants maximum aujourd'hui. Alors, je laisse maintenant la parole donc à nos deux conférenciers, notamment à la conférencière, donc le docteur Catherine Semenikova. Je vous laisse la parole. Je passe la balle. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de webinaire où nous allons aborder plusieurs questions aujourd'hui.
C'est-à-dire, doit-on actuellement traiter une simple carie ou bien traiter la maladie carieuse dans sa globalité? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans un contexte de prévention, c'est-à-dire avec le développement de différentes thérapeutiques, notamment dans le quotidien, on va mettre de plus en plus en place des thérapeutiques de prévention, bien évidemment, d'interception et de stabilisation, tant dans le domaine de la cariologie que dans différents domaines du coup dentaire. Catherine, je crois que je vais vous arrêter. D'abord, je voudrais dire bonjour à tout notre auditoire. Et puis, je voudrais savoir, quand on parle de prévention, c'est prévention de la carie ou prévention de la maladie carieuse? Alors, lorsqu'on parle de prévention, on parle de prévention de maladies en général. C'est-à-dire qu'on va, grâce à la prévention de la maladie carieuse, prévenir l'apparition de lésions. D'accord. Et donc, dans cette thérapeutique, on a vu depuis plusieurs années le développement d'une idée majeure en dentisterie aujourd'hui, c'est l'idée de préservation tissulaire maximale. Dans ce cadre-là, on va se poser plusieurs questions lorsqu'on va être face à des lésions. On va regarder dans un premier temps la lésion carieuse en elle-même. Pour cela, il faut être déjà capable de l'identifier. On va revenir un tout petit peu plus tard dans la conférence sur les différents outils diagnostiques qu'on a à notre disposition, mais on va s'attarder un tout petit peu plus sur la compréhension en fait du mécanisme de formation de la lésion carieuse. Il faut comprendre que lorsqu'on a une attaque acide, on va avoir en fait une porosité qui va se créer dans l'émail avec une perte de perméabilité. C'est à ce moment-là qu'on a un émail qui devient vulnérable, et si on reste en milieu acide, on va avoir progressivement une augmentation de la déminéralisation et par là la possibilité à la carie de progresser. Vous pouvez nous commenter un petit peu mieux cette image là qu'on voit en bas, là, en noir et blanc, là, c'est de la microscopie à balayage. À balayage, oui, exactement. En fait, ce qu'on voit, c'est un grossissement avec une lésion carieuse amélière précoce, c'est-à-dire que là, on voit en surface de l'émail, et les porosités qu'on voit, elles sont liées justement à cette attaque acide. C'est là qu'on va avoir la possibilité d'intervenir dans le traitement, et c'est là que c'est vraiment intéressant, puisque c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir reminéraliser par différents moyens qu'on va aborder un tout petit peu plus tard. Il faut... Oui, en fait, si j'ai bien compris, là on est au stade où on a une lésion qui n'est pas cavitaire macroscopiquement, mais en fait, au microscope, c'est déjà une petite cavité à travers cette porosité. Oui, c'est exactement ça. Là, on est vraiment sur l'émail, donc on est vraiment sur des couches très superficielles, c'est-à-dire on est au tout début, vraiment au tout début de la formation de la lésion, vraiment sur le tout premier stade de déminéralisation, qu'on ne voit absolument pas, qu'on ne voit pas en général en clinique, sauf si on sèche vraiment beaucoup la dent pendant au moins 5 secondes, de manière à assécher la surface et par les différents indices de diffraction, pour pouvoir faire ressortir cette lésion qui va généralement apparaître blanchâtre et assez opaque. Une fois, donc c'est là qu'on va intervenir, en fait, on va être dans un équilibre toujours de déminéralisation et de reminéralisation, et c'est là qu'on va influer par les différentes thérapeutiques de prévention. En fait, on peut se poser la question aussi de comment on caractérise ces lésions, puisqu'aujourd'hui, on peut parler de la profondeur de la lésion, de sa sévérité, des tissus concernés évidemment, que ce soit l'émail ou la dentine, ou encore utiliser différentes classifications existantes, notamment des classifications internationales, comme les classifications CISA ou encore les classifications IGDAS. Donc il faut toujours se poser la question du problème de référentiel, de quoi on parle et avec qui on en parle. Donc c'est une approche en fait qui est assez simple pour le traitement ponctuel d'une lésion visible ou éventuellement subclinique. Mais aujourd'hui, on va plus se poser la question du traitement plus global de la maladie carieuse, c'est-à-dire les différents volets de prise en charge dans le traitement de cette pathologie. Pour cela, il faut bien comprendre en fait que la maladie carieuse est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 facteurs majeurs qui vont intervenir dans cette pathologie, qui vont être le facteur hôte, qui va en fait introduire des facteurs intrinsèques comme l'état de santé général de votre patient, comme le facteur salivaire ou encore le problème de l'hérédité. L'hérédité pas tant dans la maladie carieuse que dans la susceptibilité de chacun face à la carie. Et on va effectivement avoir aussi des facteurs extrinsèques directement liés au patient et à sa motivation, notamment l'hygiène bucco-dentaire.
L'un des deuxièmes facteurs, et probablement le facteur le plus important, c'est le facteur alimentaire. Il faut savoir que sans apport de sucre, on ne peut pas avoir de carie. En fait, le sucre, c'est le substrat du troisième facteur de la maladie carieuse, c'est-à-dire le facteur bactérien. Le sucre qu'on va retrouver dans les aliments est le substrat qui va permettre le développement des bactéries et donc la progression au fur et à mesure de la carie. Il y a un quatrième facteur qui va intervenir, c'est le facteur temps. Il va intervenir sur deux points. D'une part, sur la durée, mais aussi sur la fréquence à laquelle on va mettre en contact les trois premiers facteurs. C'est-à-dire que plus on va mettre en contact des aliments sucrés avec les bactéries cariogènes sur un autre qui a une susceptibilité plus importante, plus la maladie va se développer. C'est dans ce sens-là qu'on peut voir que la maladie est assez dynamique, puisqu'elle va dépendre de différents facteurs à différents moments donnés. Une maladie dynamique, c'est une maladie en pleine forme alors? C'est à peu près ça, une carie à laquelle on donne du sucre, elle est très contente, elle est en pleine forme, elle est beau. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement par rapport à ces schémas qui datent il y a pas mal d'années de ça? Effectivement, ça date d'il y a assez longtemps. En termes de compréhension de la maladie carieuse, aujourd'hui, on évolue au fur et à mesure plus sur nos thérapeutiques. En fait, la maladie, on sait comment elle fonctionne. On connaît les facteurs de risque, on connaît tout ça. Aujourd'hui, ce qui change dans notre thérapeutique, c'est vraiment l'approche globale qu'on a par rapport à cette pathologie. Avant, on était sur des schémas de black avec des approches assez interventionnistes, c'est-à-dire qu'on traitait une carie quand on la voyait. Donc généralement, on avait déjà des caries qui étaient qualitaires. Aujourd'hui, on va essayer de détecter ces caries dans un stade vraiment précoce et de définir les facteurs de risque susceptibles de chaque patient de manière à les prévenir, à les gérer et du coup à contrôler la maladie carieuse. Alors je voudrais juste ajouter un point concernant les sucres. Les sucres, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de mode d'apport et notamment dans la durée. Et c'est vrai que par exemple, lorsque c'est par exemple le grignotage avec des gâteaux, des friandises répartis dans la journée, les sucres produisent beaucoup plus d'acidité et alimentent beaucoup plus le métabolisme des bactéries que lorsqu'il s'agit de la même prise de sucre sur un seul repas. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on consomme moins de sucre globalement en France. Il s'agit de sucre raffiné, sucre en morceaux, de sucre en poudre, mais beaucoup plus de sucre ajouté à travers l'alimentation. Et globalement, la consommation de sucre en France, comme dans pratiquement tous les pays développés, continue d'augmenter, ce qui explique que la carie reste quand même une maladie carieuse, une maladie donc d'actualité. Exactement. Donc, juste un tout petit point sur le principe du micro-environnement. Il faut savoir que différents facteurs vont influencer sur la progression et sur la rapidité surtout de progression des lésions carieuses. Et il faut comprendre que lorsqu'on a plusieurs lésions carieuses dans une cavité, et surtout quand on retrouve des caries proximales jumelles, on va en fait créer une sorte de zone d'autostimulation et de concentration d'agents pathogènes qui vont entraîner vraiment une progression très rapide de la carie. Dans cette clinique qu'on voit ici, c'est une radio. En fait, en clinique, on ne voyait rien du tout, la patiente ne présentait aucun symptôme. Et lorsqu'on réalise des radiographies de contrôle, on voit l'apparition de caries qui atteint quand même le tiers d'antennale externe. Souvent, pour le patient, c'est compliqué de comprendre et de voir la maladie puisqu'il ne la ressent pas et il ne la voit pas physiquement. Et parfois, une simple radio ne lui suffit absolument pas à comprendre qu'il faut éventuellement traiter la carie, pourquoi pas la reminéraliser ou alors intervenir. Et dans ce cas-là précisément, la patiente n'a pas voulu qu'on intervienne sur ces dents-là et est revenue 6 mois plus tard avec l'apparition d'une symptomatologie thermique cette fois-ci et avec une carie qui a progressé de manière assez spectaculaire en un espace de temps qui est quand même assez court, puisque 6 mois pour arriver sur une carie jusqu'à pulpaire, voire quasi intrapulpaire, c'est pas grand-chose. Donc bien prendre en compte les différents facteurs de risque et surtout la possibilité de progression plus ou moins rapide des lésions carieuses. Donc dans toute cette approche, on voit par là que pour traiter la maladie carieuse, on va être obligé de passer par plusieurs étapes. La première étape, et c'est l'étape principale, c'est le diagnostic étiologique précis des lésions carieuses.
Ensuite, il va falloir analyser de manière approfondie les différents facteurs de risque de chacun de vos patients surtout, pour pouvoir mettre en place une décision thérapeutique réfléchie et adaptée à votre patient. Et surtout, pouvoir prévoir une stratégie préventive adéquate. Voilà, je crois que là, c'est un point important, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on identifie un risque carieux élevé, on ne se contente pas de traiter la lésion, mais on essaye de travailler sur les facteurs étiologiques pour éviter l'apparition de nouvelles lésions. C'est ce qu'on appelle maîtriser le risque carieux. Et c'est quelque chose de fondamental dans notre approche. Dès l'instant où on voit des lésions carieuses, ça veut dire des facteurs de risque qu'il faut rechercher, identifier et bien sûr, dans la mesure du possible, supprimer. Donc on va revenir sur la première étape qui est le diagnostic étiologique. Il va passer par différents éléments, dont le premier élément est bien évidemment l'examen visuel. Alors vous allez me dire qu'on fait tous regarder des caries, on fait tous regarder des dents, bien sûr. Mais parfois, pour détecter une lésion carieuse, il faut aller chercher un tout petit peu plus loin que le bout de ses cils. Il faut évidemment avoir des bons outils et en bon état, principalement un miroir propre et pareillé, évidemment un bon éclairage, mais surtout il faut comprendre qu'on doit travailler d'une part sur dents séchées, et d'autre part, idéalement, il vaut mieux travailler avec une sonde mousse, c'est-à-dire avec une pointe ronde. Pourquoi ? Puisqu'on va travailler sur éventuellement des lésions carieuses initiales, donc avec un émail déminéralisé, fragilisé. Si on tient avec une pointe poussée au niveau des sillons, on va créer en fait des microfractures et aggraver la situation et permettre aux bactéries surtout de progresser encore plus que ce n'est déjà le cas. Donc il faut penser effectivement à bien regarder toutes les surfaces, tant vestibulaires, occlusales que linguales, que parfois on a tendance à oublier, les faces proximales bien évidemment, et penser surtout à regarder les restaurations qui sont déjà existantes à la recherche d'une éventuelle carie secondaire. Pour nous aider dans cet examen visuel, il y a une classification qui a été créée en 2005, c'est la classification IGDAS, qui est en fait une aide de diagnostic à l'aide de critères visuels prédéfinis qui ont fait un consensus international. Donc on va avoir une classification par ordre de sévérité et de progression de la lésion carieuse, le 0 étant pour une dentelle. Si on regarde le code 1 en fait va correspondre au premier changement visuel amélaire, mais non visible cliniquement si on ne sèche pas la dent. C'est-à-dire que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment la lésion, la déminéralisation initiale de l'émail. Le code 2 va correspondre à un changement visuel net de l'émail sans séchage préalable de la dent, c'est-à-dire qu'on va avoir apparaître des taches plus opaques, qui peuvent être blanches ou marron éventuellement au niveau des sillons principalement. Le code 3 correspond à... Je voudrais qu'on revienne sur la diapo d'avant, parce que moi je ne comprends pas bien la différence entre un premier changement visuel et un changement visuel net. Alors, c'est là où... comme toute classification, on a aussi des limites, puisque en fait l'IGDAS a une correspondance souvent avec l'avancée histologique des lésions carieuses. Et en fait, le premier changement visuel de l'émail correspond vraiment à une déminéralisation très superficielle de la couche amélaire, qu'on va voir si on sèche très nettement la dent, c'est-à-dire qu'on va sécher pendant au moins 5 secondes avec des cotons salivaires de manière à éliminer toute trace d'humidité, pour faire ressortir justement cette déminéralisation. Un petit peu comme quand vous préparez votre dent au collage et que vous allez mettre de l'acide orthophosphorique. Si vous séchez vraiment beaucoup la dent pendant un certain temps, vous allez voir apparaître cette zone de déminéralisation qui apparaît vraiment très blanche. Alors je crois que ça c'est une notion intéressante pour le clinicien parce qu'effectivement, on a l'habitude de bien sécher l'émail mordancé. Là on voit très clairement ce changement de teinte. Et bien on a effectivement la même chose lorsque la carie avec les acides générés par les bactéries ont fait le même type de travail. Voilà. Donc pour la suite, le code 3, pour revenir en fait sur le code 2, sur le changement visuel net, c'est dans les cas où on va avoir des déminéralisations qui vont être plus prononcées et qui ne vont pas nécessiter ce séchage. C'est-à-dire qu'en regardant la dent, on va voir apparaître, comme on voit sur les faces du secteur antérieur, l'apparition de zones vraiment blanchâtres, opaques, assez nettes, sans aucun doute lié à une déminéralisation. Il faut cependant faire attention sur les changements visuels nets de l'émail et à faire bien le diagnostic différencié entre lésions carieuses précoces et notamment tout ce qui est tache de fluorose.
Donc le code 3 va correspondre à une rupture localisée amélaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une effraction dans l'émail, mais sans exposition encore de la dentine. Dans ces cas-là, on commence généralement à avoir une atteinte dentinaire sous-jacente, mais qui est encore confinée au tiers externe de la dentine, donc pas forcément encore visible. Le code 4, en revanche, va montrer une lésion dentinaire sous-jacente vraiment nette à travers l'émail, avec l'apparition vraiment de cette zone caractéristique sombre, un petit peu marron, vraiment en transparence. Et enfin, les codes 5 et 6 vont correspondre à des cavités en fait déjà distinctes au niveau de l'émail, avec une exposition de la dentine, la différence principale se faisant sur l'étendue de la cavité. Donc si on regarde cette classification, on se rend compte que les critères vraiment à rechercher vont être le changement de teinte amélaire, blanc ou marron selon le type de carie, le changement, éventuellement la cavitation et surtout l'exposition de la dentine. Une fois qu'on a évalué et cartographié un petit peu ces différentes lésions, il va falloir évaluer leur activité. Pourquoi? Parce que l'activité en fait de la lésion carieuse va influencer sur son mode de progression. Une carie qui est inactive est considérée comme stable, alors qu'une carie qui est en cours de progression, donc active, va se développer plus ou moins rapidement. Et pour ça, on va rechercher plusieurs facteurs, donc 4 majeurs, qui sont la présence de plaques évidemment, ensuite le saignement au sondage parodontal qui va s'initier, qui va correspondre en fait à la présence vraiment d'une zone inflammatoire active. La sensibilité bien évidemment du site au brossage, c'est sûr qu'une zone, une phase distale d'une dent maxillaire, d'une molaire maxillaire, par exemple d'une fesse, est plus à risque qu'une phase vestibulaire au niveau du gencive. Et enfin, l'aspect de l'émail et de la dentine, tant dans la vision que dans la sensation un petit peu au sondage, de savoir si l'émail est un petit peu rugueux et si la dentine est ramollie ou non. Je ne comprends pas pourquoi on évalue le segment au sondage pour identifier une lésion carieuse. Le parodonte, c'est pas la dent. Non, pas forcément. Par exemple, si on prend des zones par exemple, sur les lésions interproximales, si on a une inflammation au niveau de la gencive, souvent c'est lié à des bactéries cariogènes qui relarguent aussi des toxines. Donc en fait, on va avoir des micro-environnements qui ne sont pas dépendants les uns des autres, mais qui vont avoir une influence l'une sur l'autre. Donc globalement, on va avoir une augmentation de la charge bactérienne dans la cavité buccale, il va falloir contrôler. Et juste une question, puisque là il s'agit de bien observer tout cela, les aides optiques comme des loupes, c'est peut-être à recommander à nos auditeurs? Alors, les aides optiques, c'est une aide opératoire qui est vraiment très intéressante puisqu'effectivement ça nous permet de voir beaucoup de choses. Le principal souci avec les aides optiques, c'est la courbe d'apprentissage, dans le sens où quand on commence à travailler avec des loupes ou avec un microscope par exemple, les premiers temps, on a l'impression de voir de l'inflammation partout et des caries partout. Donc il faut juste faire la part des choses avec les faux positifs. Mais ça nous aide énormément. Le troisième examen qui va nous aider, c'est l'examen radiographique, sachant que l'examen de référence dans le dépistage précoce des lésions carieuses reste la radiographie rétro-coronaire. C'est intéressant effectivement pour le dépistage, mais aussi pour le suivi des lésions améliores. C'est-à-dire qu'on va faire une radio initiale et surtout dans le cadre des lésions précoces qu'on va tenter de reminéraliser, ça peut devenir très intéressant de réaliser ce genre de cliché pour suivre l'évolution de la maladie carieuse et surtout de la lésion carieuse au niveau radiographique. On peut également réaliser des clichés rétro-alvéolaires, mais lorsqu'on suspecte une implication pulpaire de la lésion carieuse. C'est mieux avec un angulateur, ce genre de choses. Bien évidemment, puisque ça va nous permettre d'avoir des radios qui sont reproductibles et comparables, forcément. Il faut faire tout de même attention sur un point avec les examens radio, ce sont les faux positifs, c'est-à-dire l'impression de voir des caries alors que lorsqu'on regarde en clinique, et surtout lorsqu'on va chercher la carie en clinique, il n'y en a pas, et les faux négatifs où on a l'impression qu'il n'y a pas de carie, alors qu'en clinique, on va retrouver une carie plus ou moins profonde. Pour illustrer justement les faux négatifs, il faut comprendre quelque chose, c'est que on va avoir, lorsqu'on fait des radios, une superposition de différents tissus. Donc selon l'état de minéralisation des tissus,
on va avoir des images plus ou moins nettes. Si on regarde par exemple ce cas clinique avec la radio, on voit effectivement qu'on a une carie sur la face médiale de la sève qui, comme ça au premier abord, a l'air d'atteindre éventuellement le tiers médian d'antine. Si on regarde la correspondance antinique en interproximale, on voit effectivement un changement de teinte net sous le point de contact. En revanche, quand on intervient et qu'on va curser cette lésion et qu'on se retrouve dans une situation clinique comme celle-ci, on peut se poser vraiment la question de l'aide de la radiographie. C'est-à-dire que même en essayant de préserver les tissus minéralisés au maximum, puisque là, dans le curtage, on a laissé en place de la dentine affectée, on arrive quand même à une extraction pulpaire qu'à la base, on ne suspectait pas forcément. Donc bien faire attention sur la radio, qui est souvent en retard par rapport à la clinique. Les différents outils complémentaires qui peuvent également nous aider à détecter les lésions carieuses. Il en existe des différents. Après, il faut se poser la question de l'application en cabinet dans la pratique de tous les jours, mais il faut comprendre qu'on a quand même des outils qui peuvent être d'une connaisse, notamment le diagnodent et surtout, et plus particulièrement, la SoproLife, qui est une caméra intraorale, donc qui va donner des images de la lésion, qui peut aussi être une aide à la compréhension pour le patient de l'existence de la lésion carieuse, puisqu'en fait, la SoproLife présente deux modes. Elle a un premier mode qui est le diagnostic, qui va permettre en fait de faire ressortir la dentine déminéralisée, et un deuxième mode qu'on va utiliser comme on voit dans ce cas clinique en fait. Sur les deux photos du haut, on a la vue clinique à gauche et à droite, on a donc l'image avec la SoproLife en mode diagnostic. Donc on voit au niveau de la face médiale une zone un petit peu plus sombre, plus blanchâtre, qui correspond effectivement à de la dentine déminéralisée. Et les mailles déminéralisées, bien évidemment. On réalise une radiographie et on voit effectivement qu'on a une lésion dentinaire assez profonde. Le deuxième mode, c'est un mode qui va nous aider pendant en fait le traitement de la carie. Il va faire ressortir la dentine qui est infectée, qui va apparaître en rouge. C'est-à-dire que tant qu'on va voir des images rouges sur la SoproLife, ça veut dire qu'on a de la dentine qui est vraiment infectée, donc de la dentine avec une pathologie carieuse active. Donc il faut retirer toute cette zone-là. Et à la fin, on obtient ce genre d'image que derrière, on va traiter avec de la restauratrice classique. Donc ce type de caméra, c'est à la fois du diagnostic et c'est une aide pendant l'intervention. Oui, exactement. C'est une aide au traitement. Et le diagnodent, c'est pareil? Non, le diagnodent, c'est un autre type de technologie. En fait, on n'a pas d'image. C'est une aide vraiment au diagnostic, c'est-à-dire qu'on va avoir un chiffre qui va de 0 à 100, qui va nous guider sur le taux de déminéralisation, et qui peut être très intéressant plus dans le dépistage précoce des lésions, voire dans le suivi de ces lésions dans le cas de reminéralisation, puisqu'on va avoir une diminution progressive du chiffre qu'on va observer avec le diagnodent. Très bien. Donc une fois qu'on a diagnostiqué toutes ces lésions et fait la cartographie, il faut vraiment poser la question de la maîtrise des différents facteurs de risque. Les différents facteurs de risque majeurs à prendre en compte sont effectivement classiquement l'hygiène bucco-dentaire de votre patient, l'état général de votre patient, notamment certaines pathologies qui vont nécessiter la prise de médicaments qui vont influer sur un autre facteur qui est le facteur salivaire, le facteur alimentaire, bien évidemment, qu'on peut contrôler en réalisant des enquêtes alimentaires pour voir vraiment la consommation de votre patient en termes de sucre. Attention pour les enquêtes alimentaires et tout ce facteur alimentaire. C'est pas parce que vous allez demander à votre patient est-ce que vous mangez du sucre que vous allez résoudre le problème. Il faut vraiment aller chercher, poser des questions, mener vraiment une discussion avec votre patient pour comprendre d'où viennent les apports de sucre. Alors, je comprends bien, et ça c'est un sujet effectivement que je rencontre régulièrement. Il faut prendre parfois un petit peu de temps pour bien comprendre les habitudes alimentaires d'un certain nombre de patients. Mais par contre, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus sur le facteur salivaire? Effectivement, c'est un facteur important et de savoir en quoi il influence de la sorte le risque carieux. Oui, bien sûr.
Donc pour en revenir à ça, il faut comprendre qu'il y a deux types de facteurs dans les différentes cités. On a les facteurs pathologiques, donc les facteurs qui vont aggraver la maladie carieuse, et on a les facteurs protecteurs. Dans les facteurs protecteurs, on va retrouver l'exposition au fluor, mais on va effectivement aussi retrouver le facteur salivaire. Pourquoi? Parce que la salive, en fait, c'est celle qui est responsable de l'effet tampon sur le pH acide qu'on va retrouver suite à une prise alimentaire. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes molécules dans la salive qui, lorsque les aliments vont rentrer en contact et vont relarguer de l'acide, vont interférer de manière à rééquilibrer cette acidité pour revenir vers un pH basique, non pathologique pour les dents. Oui, on a aussi donc un certain nombre d'autres outils à travers la salive, antibactériens. Effectivement, on a un certain nombre d'immunoglobulines salivaires, mais globalement, ça veut dire que des patients qui ont simplement un traitement qui va limiter la sécrétion salivaire sont donc particulièrement exposés. Oui, exactement. En fait, il faut un débit salivaire suffisant pour pouvoir drainer toute l'arrivée de l'acidité suite à une prise alimentaire. Des patients qui ont un débit salivaire réduit vont avoir forcément une réponse moins adaptée à cette attaque acide, donc des acides qui vont rester plus longtemps en bouche, donc qui vont permettre une progression plus rapide de la lésion carieuse et de la maladie carieuse. Très bien. Donc tout ça pourquoi? Pour comprendre que c'est vraiment important d'évaluer le risque carieux individuel de chacun de vos patients pour pouvoir améliorer la durabilité des différentes restaurations que vous allez faire et surtout pour pouvoir prévenir l'apparition de lésions carieuses récurrentes ou encore de lésions carieuses secondaires. Prenons un exemple clinique sur une patiente qui vient consulter en urgence. C'est toujours le problème des urgences, les patients viennent souvent consulter parce qu'ils ont des douleurs cerviques, parce qu'ils ont mal, parce que voilà. La patiente vient consulter avec des douleurs dans le secteur 1. Quand on fait en clinique, on voit la présence de multiples restaurations et quand on fait la radio, on voit effectivement, on suspecte du moins, une belle reprise de caries sous le composite sur la face médiane de la carie. Donc on va revenir, traiter la carie et la patiente va repartir. On l'a pas vue pendant 4 mois, elle était contente. Au bout de 4 mois, elle revient avec des douleurs stériques encore plus importantes. Et avec une nouvelle reprise de carie sous le composite qu'on a réalisé 4 mois auparavant. Donc on va intervenir, recurter, et là, plus on va intervenir et plus la carie a progressé. Donc on va se retrouver sur des caries qui vont être spatulaires, qu'on va savoir traiter toujours dans cette optique de préservation tissulaire maximale avec un coiffage indirect avec différents matériaux, de manière à préserver également la vitalité pulpaire. Tout ça pour illustrer le fait que si on évalue mal les différents risques que possède votre patient, les caries vont revenir. Donc il faut vraiment apprendre à contrôler et à maîtriser les différents risques existants chez votre patient. Alors là, je comprends plus rien. Une lésion carieuse secondaire, c'est dû à une réalisation de l'obturation qui n'a pas été faite correctement ou c'est un facteur de risque au niveau du patient qui a été modifié? Alors, il y a 2 choses à prendre en compte au niveau des caries secondaires. D'une part, on peut avoir l'apparition, donc c'est dû à 2 choses. D'une part, on peut avoir effectivement une restauration qui a été mal réalisée, c'est-à-dire un joint qui n'est pas étanche au niveau de notre restauration, ce qui est encore plus fréquent avec toutes les techniques adhésives quand les protocoles sont mal maîtrisés. Mais en plus de ça, on a aussi l'influence des différents facteurs de risque et surtout du développement de la maladie carieuse. C'est-à-dire qu'on va avoir une maladie qui va être plus ou moins agressive et qui va plus ou moins influer de manière importante sur cette reprise de carie et sur la progression. Mais alors, on a une lésion secondaire qui se développe à l'interface entre le matériau qui a déjà été mis en place et la dent, ou ça peut être sur une autre face de la dent? Alors, on a les deux. On va avoir le développement des caries éventuellement sur une autre face de la dent, mais en fait, on va avoir un point de fragilité si on a une obturation qui n'est pas étanche, dans le sens où on va avoir déjà une effraction tissulaire, qu'elle soit amélaire, voire même dentinaire dans certains cas quand le joint est vraiment très mal fait, où la carie va pouvoir progresser de manière encore plus rapide en partant de l'interface de la restauration et de la dent et en progressant vers les tissus restants. Donc je résume, si on a une nouvelle lésion sur une dent qui porte déjà une obturation
c'est que les facteurs de risque au niveau de la maladie carieuse sont élevés. Si on a une récidive qui se développe à l'interface, deux possibilités, soit c'est le risque carieux qui est augmenté, soit c'est un problème dans la qualité de la réalisation de l'obturation précédente. C'est exactement ça. On peut même considérer que sur un développement au niveau de l'interface, les deux facteurs vont intervenir. Eh ben voilà, j'ai compris. Okay. Donc, quand et comment traiter? Donc effectivement, on a différents outils diagnostiques qui sont à notre disposition, mais on n'a souvent pas de ligne de conduite générale à savoir comment adapter ces différents traitements. Globalement, on s'accorde à dire qu'en l'absence de lésions carieuses, on considère que le patient maîtrise à peu près son hygiène, donc on va être dans un cas de maintenance. Donc on va revoir le patient tous les 6 à 12 mois pour vérifier que tout va bien et remettre en place quand même une thérapeutique de prévention assez classique avec l'utilisation d'un dentifrice fluoré, avec une remotivation à l'hygiène régulière, avec l'initiation à l'hygiène interproximale et ce genre de choses. Le problème va se poser à partir du moment où on va avoir des minéralisations et l'apparition de lésions. Deux choses. Lorsqu'on a des lésions amélaires initiales, on va mettre en place des thérapeutiques de reminéralisation. Bien évidemment, tout ça est à pondérer par le risque carieux de votre patient. C'est-à-dire que si on a un risque carieux élevé, forcément les thérapeutiques de reminéralisation à mettre en place vont être plus compliquées et moins stables. Donc on va forcément passer à des thérapeutiques plus invasives, qui correspondent dans ces cas-là à des segments thérapeutiques, c'est-à-dire la mise en place de silène tout simplement sur des dents permanentes. Et lorsqu'on a des atteintes dentinaires, on va effectivement avoir des traitements plus invasifs, avec un gradient thérapeutique, allant des thérapeutiques vraiment à minima, jusqu'à des restaurations éventuellement indirectes, type lait ou couronne. Tout ça est à pondérer toujours avec le risque carieux et surtout à associer à la mise en place d'une prévention beaucoup plus active, c'est-à-dire la mise en place vraiment de différents procédés de reminéralisation, avec l'application au fauteuil de vernis fluoré, la prescription de dentifrice beaucoup plus chargé en fluor, ou encore la réalisation de gouttières de fluoration. C'est un cas de seulement thérapeutique. Je vais un tout petit peu accélérer puisqu'on va manquer de temps sinon pour les questions. Donc c'est classique. En fait, on va laisser en place la restauration initiale et traiter les lésions qui commencent donc initiales amélaires au niveau des sillons en étouffant tout simplement la maladie carieuse sous une restauration adhésive. Un cas de traitement restaurateur assez classique avec plusieurs caries plus ou moins profondes. Donc juste pour illustrer, on peut avoir sur une même dent différentes zones de lésions d'atteinte. Et lorsqu'on va commencer à multiplier le nombre de lésions, il faut mettre en place des thérapeutiques éventuellement provisoires avec la mise en place de CVI, le temps de stabiliser la maladie sérieuse et de maîtriser les différents facteurs de risque. Je suis pas d'accord, c'est pas si classique que ça, parce qu'on voit que finalement il y a de multiples lésions sur les deux molaires et pas simplement une lésion volumineuse. Oui, effectivement. C'est ce qui montre justement l'intérêt de répertorier les différentes lésions et de ne pas toujours chercher à relier les lésions les unes entre elles. Quand on a des marges, des surfaces tissulaires assez importantes qui nous permettent le traitement, c'est important d'essayer de conserver au maximum les tissus, vraiment. Puisque ça va rester en fait la résistance mécanique la plus importante au niveau dentaire. Juste un tout petit point pour illustrer l'intérêt du changement justement de philosophie. Il y a une étude qui a été menée par le professeur Beauméjean. En fait, on a montré différentes photos de l'évolution de lésions carieuses à différents praticiens des pays européens, de la France et des pays nordiques qui sont quand même pionniers en termes de prévention. On leur a demandé, dans un contexte de risque carieux faible sur un patient jeune de 20 ans, à partir de quel moment ils considèrent qu'il faut intervenir de manière chirurgicale, c'est-à-dire aller vraiment ouvrir et traiter et curter la lésion. Et c'est intéressant de voir que déjà en 1995, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, les pays nordiques intervenaient sur un IGDAS 3, c'est-à-dire sur des lésions vraiment où on a déjà des atteintes dentinaires. Alors qu'en France, 50% des praticiens en 2002, donc il y a une grosse dizaine d'années,
interviennent sur des lésions améllaires précoces. Tout ça pour dire que même encore aujourd'hui, et même encore des praticiens qui sont pourtant formés à de la prévention, vraiment de la thérapeutique conservatrice, on peut tous se retrouver coincés avec une problématique. Un patient, par exemple, qui vient en urgence pour traiter sa fracture améllaire sur le pendant vestibulaire, quand on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'il y a également une carie sur la dent d'à côté, qui est assez volumineuse puisqu'on a une atteinte dentaire profonde. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On a l'impression qu'il y a beaucoup de caries, que la lésion peut progresser et on peut être amené à vouloir traiter la carie occlusale des sillons de la tête et donc d'aller curter. Et en curtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au final, on a enlevé du tissu qu'on aurait pu garder, puisque la carie est quand même très peu profonde. Donc se pose toujours ce problème de surtraitement et de savoir comment adapter les différentes thérapies. Tout ça pour dire qu'au final, la maladie carieuse, il faut apprendre à la gérer dans sa globalité. Il faut apprendre à identifier les lésions, identifier les facteurs de risque évidemment, prévenir l'apparition de nouvelles caries par la mise en place de différentes thérapeutiques, restaurer les lésions existantes et surtout apprendre à maintenir la santé orale de vos patients. Il faut apprendre à changer nos concepts de traitement, bien que ce ne soit pas toujours facile puisqu'on a une politique de santé qui nous pousse vers la prévention, avec souvent le problème des codifications et des remboursements de la sécurité sociale qui ne suivent pas. Juste apprendre que finalement ce qu'on cherche, c'est pérenniser nos restaurations et surtout à maintenir et restaurer la santé orale. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Mehdi. Merci Catherine. Donc effectivement, on va donner la parole à Monsieur Mehdi Eslassen, donc des laboratoires Colgate, avant de répondre à toutes vos questions pendant qu'il intervient. Et on va faire un petit peu la synthèse des différentes questions. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à tout le monde. Merci au professeur Collomb et au docteur Semenikava pour cette très belle intervention. Je vais, quant à moi, vous parler en quelques minutes, je vais être très bref, de l'intérêt de l'interception précoce dans la maladie carieuse. Alors, tout d'abord, un bref rappel sur la carie, processus dynamique, vous l'avez bien vu, processus dynamique qui veut dire donc qu'on peut stopper ce processus et surtout l'inverser, donc ça ouvre la voie à des possibilités de prise en charge. Deuxième petit rappel, c'est l'indice IGDAS, que vous avez vu abondamment précédemment. Simplement un petit comparatif avec l'indice CAO traditionnel pour souligner, et c'est extrait d'un article du professeur Michel Minerbola, pour souligner vraiment la surestimation des patients indemnes de carie par l'indice CAO traditionnel et donc la présence de beaucoup de faux négatifs. Et c'est là tout l'intérêt de l'indice IGDAS, de pouvoir intercepter, vraiment de détecter dans les premiers stades les lésions carieuses. Donc passons maintenant, après avoir vu la définition et les outils de diagnostic en accord avec cette définition de continuum carieux, les moyens de prendre en charge les stades précoces de la carie. Tout d'abord, les produits à haute teneur en fluorure et une première forme galénique, le dentifrice. Le dentifrice, donc là, dans une étude réalisée par l'équipe de TAS, c'est un graphique que j'ai extrait de cette étude, vous voyez très bien, d'un côté un dentifrice à 5000 ppm de fluor et de l'autre dentifrice compris dans une plage entre 1000 et 2500 ppm. Donc ces dentifrices-là, ces nuages de points que vous voyez à gauche, réduisent la carie de 25 à 40%. Alors qu'avec un dentifrice à 5000 ppm, on est sur une réduction de 70% de la carie. Donc vraiment un intérêt majeur. Et sur des études plus récentes, on voit également, sur une étude de 2013, la capacité du dentifrice à 5000 ppm à arrêter les lésions carieuses radiculaires, puisqu'on a 3 fois plus de lésions arrêtées à 8 mois, lors d'un suivi à 8 mois, par rapport à un dentifrice avec un dosage classique en fluorure. Et c'est d'autant plus remarquable que ces lésions radiculaires évoluant dans un tissu dentinaire, dans un tissu plus fragile, sont redoutables et se développent extrêmement rapidement. Donc ce dentifrice à 5000 ppm permet aussi, et là c'est en lien avec ce processus dynamique, d'inverser, de reminéraliser significativement les lésions bien sûr au stade non cavitaire, à la fois les lésions radiculaires qu'on a vu précédemment et aussi les lésions occlusales. Ces lésions occlusales qui se développent dans les sillons, dans les infractuosités de la table occlusale sont particulièrement difficiles à maîtriser avec un dentifrice classique, avec un dosage en fluorure classique. Et ça, c'est un extrait d'un article qui est paru il y a une dizaine, 10-15 jours dans Clinique,
et qui montrent encore, s'il en était besoin, l'intérêt de ces dentifrices à 5000 ppm, vraiment utiles dans l'interception des lésions carieuses non cavitaires. Autre forme galénique, toujours sur ces produits à haute teneur en fluorure, les vernis. Alors les vernis, c'est ce que vous allez appliquer au fauteuil. Et là encore, une action en prévention, c'est une revue de Cochrane de 2013, une méta-analyse de l'équipe de Marino, avec un nombre conséquent d'études, plus de 12 000 patients inclus, où on voit une diminution de l'indice CAEF significative, tant en denture temporaire qu'en denture permanente. Alors, une précision, ces résultats sont obtenus avec un vernis à 22 600 ppm de fluorure. C'est vraiment important parce que la teneur en fluorure, 22 600 ppm en l'occurrence, conditionne l'efficacité du vernis et les études qu'il y a derrière. Là encore, pour cette forme galénique également, une possibilité d'inverser le processus du continuum carieux et de reminéraliser, c'est des études de niveau 1, donc de très haut niveau de preuve, qui l'ont confirmé. Alors si on reprend le gradient thérapeutique de la maladie carieuse, vous voyez l'action des fluorures qui va protéger, les fluorures qui vont vraiment protéger l'organe dentaire, les structures dentaires, mais quid de l'action en amont au niveau de la plaque cariogène, parce que c'est au niveau de cette plaque cariogène que les acides sont générés, et les acides sont la cause numéro 1 des caries, sont à l'initiation des premiers stades de la carie, des premiers stades de déminéralisation. Si on va plus avant dans le métabolisme bactérien à l'intérieur de cette plaque, donc classiquement, le sucre est métabolisé par les bactéries cariogènes pour générer des acides, et par contre, il existe un acide aminé, l'arginine, qui est naturellement présent dans la salive, qui a des propriétés particulières. En l'occurrence, il est métabolisé par une autre population bactérienne, les bactéries arginolytiques, qui vont, en le métabolisant, générer des bases. Ces bases vont vraiment contrecarrer l'action des acides pour aboutir à un pH neutre, un pH physiologique au plus près des structures dentaires. Donc Colgate, à travers la technologie neutraliseur d'acide de sucre, a breveté ces propriétés particulières de l'arginine en trouvant un dosage optimal de 1,5% qui est particulièrement adapté dans cette indication de carioprophylaxie et en couplant cette arginine avec une source de calcium insoluble, en l'occurrence carbonate de calcium. Donc sur le mode d'action, vous voyez, classiquement, les hydrates de carbone sont ingérés, métabolisés par ces bactéries cariogènes, le pH diminue, passe sous le seuil critique de 5,5. Quand on va apporter l'arginine via les bactéries arginolytiques, on va faire remonter ce pH, basculer en phase de reminéralisation. Là, fluorure et calcium vont prendre le relais pour potentialiser cette phase de reminéralisation et aboutir à un arrêt très précoce des lésions carieuses. Donc vous voyez bien, si on reprend encore ce gradient thérapeutique, que action des fluorures et technologie neutraliseur d'acide de sucre, positionnée très en amont, vont avoir de concert une vraie capacité à couvrir complètement le gradient thérapeutique de la maladie carieuse. Donc ce mode d'action est séduisant intellectuellement, pour autant, s'il n'y a pas de corrélation clinique, il y a vraiment peu d'intérêt pour vous et a fortiori pour vos patients. Donc Colgate a vraiment objectivé cette technologie neutraliseur d'acide de sucre par des études in situ. Je vous cite là une étude in situ de reminéralisation. On voit une reminéralisation 4 fois plus importante par rapport à un dentifrice au fluor à dosage classique. On a ensuite basculé sur des études cliniques sur une durée de 6 mois, 450 sujets, et là on voit très bien aussi cette réduction de 50% des lésions initiales au bout de 6 mois. On voit à l'analyse QLS sur le bloc incisivo-canin cette résorption des lésions de minéralisation très caractéristique. Puis Colgate a choisi de réaliser des études cliniques de plus longue durée avec plus de patients inclus, donc de vraiment changer d'échelle. 2 études d'une durée de 2 ans chacune, 6 000 patients inclus dans chacune des 2 études, 10 000 patients analysés au bout de ces 2 ans, et l'analyse de ces 10 000 patients révèle qu'on a 20% d'efficacité supplémentaire au bout de 2 ans, non pas par rapport à un placebo ou à un contrôle négatif, mais par rapport à un dentifrice au fluorure, qui est la référence et qui a fait la preuve de son efficacité depuis plus d'un demi-siècle. Donc ces résultats sont vraiment remarquables et ont d'ailleurs fait l'objet, pour l'une de ces études, d'une publication dans Caries Research, qui est vraiment le journal de référence de tout ce qui a trait à la maladie carieuse. Donc là, nous avons listé les différentes études menées par Colgate sur cette technologie. Elles sont très nombreuses, 8 ans de recherche clinique, 8 études cliniques publiées à ce jour, avec pratiquement 18 000 patients inclus à ce jour. Et là encore, dans un article très récent, donc clinique, je vous ai dit 10 à 15 jours, cette technologie, à travers le dentifrice Elmex Anticarie Professional, est vraiment considérée comme très efficace et plus efficace qu'un dentifrice fluoré standard dans l'interception des lésions radiculaires, donc je vous ai dit qu'elles sont en plus particulièrement redoutables. Cette technologie neutraliseur d'acide de sucre associée aux fluorures est disponible en pharmacie et parapharmacie.
c'est le dentifrice Elmex anti-carie professionnel et en grande et moyenne surface avec le Colgate Défi Zéro Carie. Dans l'un et l'autre cas, il existe une version junior qui ne diffère que par l'arôme menthe douce, moins mentholée. La technologie est la même, simplement l'arôme favorisera une observance plus grande de vos jeunes patients. Donc en résumé, par rapport à vos patients, quel que soit leur risque, il y a des moyens de prise en charge, que ce soit l'application professionnelle de vernis au fauteuil, vernis à 22 600 ppm de fluorure, traitement ambulatoire avec le dentifrice à 5000 ppm, bien sûr toujours dans le cadre d'une hygiène bucco-dentaire quotidienne rigoureuse avec un contrôle mécanique de plaques minutieux, et bien sûr, en cas de risque élevé, la possibilité d'utiliser la technologie neutraliseur d'acide de sucre à travers le dentifrice Elmex anti-carie professionnel. Ceci dans l'idée d'avoir une prévention personnalisée et totalement optimisée pour arrêter les caries, les prévenir et les arrêter si elles surviennent au plus tôt. Je vais simplement faire un petit rappel sur le congrès virtuel Colgate Talks que vous a présenté Karine Moreau, qui aura lieu le 22 octobre prochain. Et dès après la session de questions-réponses, vous aurez un lien où vous pourrez vous inscrire à ce congrès virtuel. Je vous remercie de votre attention et nous sommes maintenant à votre écoute pour toutes les questions que vous pourrez avoir. Je vais laisser ma place à... Oui, mais merci beaucoup. Peut-être, d'abord, j'ai deux commentaires par rapport à la présentation que vient de faire Mehdi. La première, c'est sur le terme neutraliseur d'acide de sucre. En fait, les sucres, d'une part, se dégradent dans la cavité buccale et vont effectivement, par leur dégradation, entraîner la formation de saccharose. Et puis après, c'est tout le cycle de Krebs, pour ceux à qui ça rappelle des choses, qui vont effectivement aboutir à la formation d'acide. Et donc là, il n'y a pas d'intervention des bactéries, on a simplement une production d'acide par le métabolisme du sucre dans la cavité buccale. La deuxième voie, c'est ce sucre qui va rentrer à travers le métabolisme des bactéries directement en stockage pour permettre la vie de ces bactéries, et le produit de dégradation de ces sucres produit par les bactéries également va générer des acides. Et là, c'est des acides qui sont encore plus pervers parce que ça peut s'étendre sur une durée infiniment plus longue, bien après la prise de sucre, et même sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est là où le rôle des bactéries est important. Donc les acides de sucre, c'est à la fois des acides directement par leur propre dégradation, et la deuxième voie, c'est à travers donc la dégradation par le métabolisme des bactéries. Également, encore une deuxième remarque sur cette présentation, on parlait notamment des caries radiculaires. Alors les caries radiculaires, l'avantage des dentifrices fluorés, c'est qu'effectivement, ces lésions sont très accessibles puisqu'elles sont superficielles, sur des faces vestibulaires ou linguales, mais très accessibles à une application locale. Et donc effectivement, on a une bonne action dans ce contexte-là. C'est parfois un petit peu plus difficile dans les zones proximales, mais sur les lésions radiculaires, c'est effectivement une solution intéressante. Ça n'empêche pas quand même de rechercher en même temps les facteurs de risque. Il ne suffit pas forcément d'appliquer que le dentifrice. Alors ça, c'est un petit commentaire personnel. Maintenant, je voudrais quand même venir aux questions que vous nous avez fait remonter. Et en particulier, il y a régulièrement une question qui revient concernant l'attitude clinique. Jusqu'à quand on doit reminéraliser une lésion, pas la reminéraliser, traiter, pas traiter. Cliniquement, on fait comment ? Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre la décision juste à partir de la clinique. On va prendre la décision à partir de deux choses. Déjà, il faut savoir que en soi, on pourrait tenter de reminéraliser une lésion tant bien améllaire que dentinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a des thérapeutiques plus invasives, on est toujours sur des thérapeutiques de préservation tissulaire. On va garder même de la dentine qui est affectée, donc déminéralisée, mais pas active. Pourquoi ? Dans le but de reminéraliser. Sinon, dans les thérapeutiques plus topiques, on va reminéraliser forcément des lésions qui sont améllaires, donc qui sont accessibles. Comment est-ce qu'on décide ? C'est pas toujours très évident parce que ça va aussi dépendre vraiment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, du risque carieux de votre patient. Un patient qui a un risque carieux faible, qui a des lésions améllaires précoces, comme par exemple on peut observer beaucoup chez les ados avec les traitements avec des bagues ortho. On va avoir des déminéralisations quand on enlève ces bagues, vraiment qui vont se trouver tout autour de la bague, vraiment en lésions opaques blanches. Des lésions qu'on peut reminéraliser tant que les facteurs de risque sont contrôlés.
Alors, si on prend le cas d'un patient pour lequel on se pose la question, j'essaierais bien d'être conservateur, mais je suis pas sûr. Allez, j'essaye. Après, qu'est-ce que j'explique à ce patient et je le revois quand? Alors, le problème, c'est ça, c'est que si on pousse les thérapeutiques de préservation tissulaire à leur comble, on a envie d'essayer toujours de préserver. Il faut bien expliquer aux patients que la maladie carieuse peut évoluer, que si on ne contrôle pas tous les facteurs de risque, elle va évoluer. À quelle vitesse, on n'est pas toujours capable de prédire. Mais il faut bien que le patient se rende compte que ce n'est pas parce qu'il sort du cabinet avec un dentifrice fluoré ou qu'on lui a mis en place du vernis fluoré ou une gouttière de fluoration que tout est résolu. Donc, quand on a un risque carieux qui est important, on va reconvoquer le patient assez régulièrement. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a un patient qui est vraiment motivé, qui a l'air vraiment partant pour améliorer les choses, on va le revoir au départ au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, et puis on peut espacer, si on voit que tout se passe bien, les rendez-vous de 6 mois. En revanche, un patient qui est vraiment pas coopérant, on voit qu'on n'arrive pas à le motiver, que on va le revoir une fois au bout de 3 mois, 2 fois au bout de 3 mois, et qu'il n'y a pas vraiment d'évolution dans ses comportements à risque, il faut peut-être penser dans ces cas-là à partir vers des thérapeutiques un petit peu plus invasives. Alors, imaginons, j'essaye de reminéraliser une lésion, j'ai un patient motivé, je le revois au bout de 3 mois, je vois pas beaucoup de changements, je le revois au bout de 6 mois, je vois pas beaucoup de changements, je fais quoi? Alors, c'est tout le problème du changement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Ou est-ce qu'ils sont vraiment, ou ils sont pas visibles? C'est dans ces cas-là qu'on peut voir l'intérêt, en fait, des moyens, des outils diagnostiques, en fait, complémentaires, qui vont réussir à déceler les déminéralisations vraiment plus en profondeur et de manière vraiment plus précise. C'est pas toujours évident de voir une évolution. Parfois, pour reminéraliser une lésion améllaire, ça peut prendre 1 an, voire 2 ans. Donc 3 mois à 6 mois, c'est pas suffisant pour savoir si on est efficace ou pas. En revanche, au premier signe de progression, il faut intervenir. Et si c'est des lésions proximales, je fais des radios? Oui, on fait des radios. Tous les 3 mois? Non, pas pour les radiographies, justement. Comme on a une irradiation, on va avoir des recommandations qui sont un petit peu différentes. On va reconvoquer le patient au bout de 3 mois pour un examen clinique, évidemment. Les radiographies sur un risque carieux élevé, on va les réaliser tous les 6 mois, avec toujours un ambulateur, de manière à pouvoir superposer les radios et comparer l'évolution. Sur un patient qui a un risque carieux faible, on va le reconvoquer tous les 6 mois à 1 an et on va réaliser des radios tous les 1 an à 2 ans, selon la quantité de lésions décelées au départ et selon les différents traitements mis au point. Et dans le dossier du patient, on note le risque carieux? Ça se note comment, ça? Un risque carieux faible ou élevé? Alors, il existe notamment depuis... Alors, en 2010, l'AHS a publié différentes recommandations dans la prise en charge de donc en cardiologie, des différents facteurs de risque. On a des tableaux qui existent à remplir, il suffit juste de cocher des cases et en fonction des cumuls de scores, on arrive à définir si le risque carieux est faible, modéré ou élevé. On peut intégrer au dossier du patient ce genre de feuillet avec évidemment à chaque contrôle une mise à jour de ces facteurs de risque. Alors, effectivement, je pourrais simplement ajouter qu'un risque carieux élevé, c'est lié à la probabilité de voir une nouvelle lésion apparaître. Et effectivement, je pense que tous, dans notre exercice quotidien, il faut prendre l'habitude de lister un petit peu ce facteur de risque carieux. Alors, je vois que l'heure tourne. On a encore peut-être le temps d'une dernière question, donc ça va être trop juste. Très, très rapidement, j'ai vu prévention active, maladie carieuse active. Alors, il faut une prévention active pour éviter une maladie carieuse active? C'est à peu près ça. À partir du moment où on a une maladie carieuse qui est importante et qui évolue beaucoup, on va forcément avoir des moyens de prévention plus importants et plus agressifs pour contrôler cette pathologie. Eh bien, merci Catherine pour cette présentation et merci à Colgate-Palmolive pour nous avoir invités pour ce webinaire et merci à vous tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On rend l'antenne et on vous donne rendez-vous donc le 22 octobre prochain pour la prochaine session en ligne, ce congrès virtuel. Merci à nos 2 conférenciers.